toutes et à tous, bonsoir, bienvenue sur Backseat, incroyable, bonsoir. Bonsoir tout le monde, très heureux de vous accueillir dans cette émission exceptionnelle. Très heureux de vous accueillir, chers amis. Vous êtes sur Backseat, bienvenue au public. Merci d'être là, vous êtes formidables. Merci à vous qui nous regardez sur Twitch en direct. Merci à vous qui nous regardez sur YouTube en replay. Et bienvenue aussi à vous si vous nous écoutez en podcast. Très heureux de vous accueillir. On va parler de politique pendant 2h30 comme chaque jeudi. Très heureux de vous retrouver après une semaine de pause et je suis entouré des meilleurs. Je suis avec Léa. Salut Léa. Bonsoir. Comment tu vas ? Mais très bien. Ça fait plaisir de te retrouver. Oui. C'est vrai, moi aussi je suis très heureuse d'être là. On est avec Usul. Léa, excuse-moi, je précise, tu es podcasteuse, tu as le podcast notamment Popol, et tu es en train de développer un média Popol. Oui, tout à fait. Qu'est-ce que c'est l'idée ? Écoute, ça prendra la forme d'un média en ligne, a priori, en tout cas pour le moment, avec des articles. Il y a un site internet déjà, popol-media.com, qui est éclaté au sol pour le moment, donc n'y allez pas. Mais voilà, qui sera bien bientôt. Et là où on a aussi la newsletter, qui est bimensuelle, mais qui va certainement être alimentée de manière plus régulière. Et puis, de nouveaux podcasts aussi. Il y a un podcast que j'ai sorti il y a quelques mois qui s'appelle Popol Talk. Ouais. Le prochain sera diffusé avec Alice Coffin, dimanche soir. Alice qui s'engage dans la campagne pour les sénatoriales. L'élu écologiste parisien. Absolument. Et connu pour ses combats féministes. On est aussi avec Usul. Salut Usul. Bonsoir. Comment tu vas ? Oh, ça va. Ça fait longtemps. Mais oui, j'étais en manif ce matin. Celui-là J'étais en manif ce matin, 11h14 là, à Lyon. On va en parler, t'as réussi à choper ton train, on est content ? Non, j'en ai raté un. Puis oui, je sais, on a eu peur. Mais voilà, mais il n'y avait plus de métro parce qu'ils n'ont pas fait le même trajet que d'habitude. C'est la grève surtout. Oui, mais ça passe pas toujours au même endroit. C'est vrai, oui. Bon, bref. C'est vrai. Ça va toi ? Ouais. Ça fait la patate de faire une petite manif, je trouve. On va en parler tout à l'heure dans les sujets d'actu, mais avant ça, je rappelle que tu es chroniqueur sur Mediapart via l'émission Ouvrez les guillemets. Tu es chroniqueur sur Blast où tu as ton émission sur les portraits, sur les portraits une fois par mois. Tu travailles également sur le nouveau projet de Blast qui s'appelle Les Marioles. Oui, aussi. Les marionnettes. Et tu es chroniqueur sur l'excellente émission Backseat. Aussi. Et ça fait plaisir de te retrouver. Oui, mais non, mais si je venais plus, c'est parce que en fait, souvent la grève c'était le jeudi. Et ça posait des petits problèmes de billets de train. Il y a beau y avoir quand même des trains, en fait, il y en a moins, ils sont tous complets. Ouais, absolument. Écoute, on est content de te retrouver, Usul, sur le plateau de Backseat. On est aussi avec Claire. Salut Claire. Salut, bonsoir. Ça roule ? Oui, très bien. Claire, tu es toujours chercheuse en théorie politique, oui, en cours de rédaction de thèse. Exactement. Tu as été par le passé candidate sous l'étiquette de la NUPES aux élections législatives en juin dernier. Et tu es une militante écologiste. Tu fais partie du mouvement Climat. Oui. Claire, on a partagé le même plateau récemment, on a été invité par les Insoumis, tu te souviens ? Émission populaire, mardi soir. L'émission populaire, qui est le nom de l'émission hebdomadaire de la France Insoumise. Moi, c'est la première fois que j'y allais, c'était la première fois pour toi aussi ? Alors non, moi j'y suis allée plusieurs fois pendant la campagne, mais c'était très sympa de t'avoir en face en tant que co-intervenant. Ouais, j'étais chroniqueur, c'était marrant. Du coup, non, mais c'était sympa. Ils ont eu la gentillesse de m'inviter sur le plateau. Ouais. C'est un peu la Pravda, leur émission, mais c'est pas grave. C'est l'émission d'un parti politique et c'est très bien. Alors, c'est moins classe que d'être assez ce soir. Ouais, c'est vrai, ça, Léa. Comme certaines. C'était quand ? C'est ce soir ? C'était hier soir. C'était hier soir. Ouais. Et alors, ça s'est bien passé ? Ouais, mais il n'y avait pas Karim Rissouli, quoi. Non. Ouais, moi, j'adore Camille Diallo, donc j'étais ravie. Elle est chouette, Camille Diallo, ouais. Mais on se faisait la réflexion avec Astrid de Vilaine, qui était aussi sur le plateau. Les mecs lâchent pas le crachoir, quoi. Franchement, tu restes en plateau pendant 1 heure, tu parles 5 minutes, ça fout le seum, quoi. Attends, c'est chiant la télé pour ça. Non, mais pas. Non, tu claques ta soirée pour 5 minutes d'antenne. Le directeur de Terra Nova en face de moi, il a parlé 20 minutes, tu vois. Ah, Thierry Pêche ? Ouais. Oui. Il parle beaucoup, j'ai déjà interviewé. Oui, il parle beaucoup, mais il a c'est surtout qu'à un moment donné, c'est quand même assez frustrant, quoi. Ouais, je me doute. Pour une émission qui se veut un peu progressiste, un peu fraîche, etc., ça fait chier. J'ai vu que tu avais parlé de Backseat. J'ai fait ça, ouais. À la télé. D'ailleurs, ouais. Et Clément Beaune était ravi, il était venu me voir, il m'a dit on s'est vu sur Backseat. J'étais oui, je me souviens. Et quand est-ce que je peux revenir ? Quand tu auras retiré ta réforme. Oui. J'en parle à la prod. Mais non, tu m'as envoyé un texto et tout. Le message est passé, Clément Beaune. Non, mais donc ça y est, Backseat fait son petit bonhomme de chemin à la télé. Après Non, mais voilà, on va en parler parce qu'il y a Yann Barthès qui a gentiment mentionné l'existence d'émissions politiques sur Twitch quand il recevait Michou. Et il était avec Alain Duhamel. Alors peut-être que les plus jeunes ne connaissent pas Alain Duhamel.
Non, mais c'est peut-être que pas leurs plus parents mal. non plus connaissent pas Alain Duhamel. Peut-être leurs grands-parents connaissent Alain Duhamel. Peut-être qu'Alain Duhamel lui-même ne se connaît plus. Non, mais voilà, Alain Duhamel, il a dit qu'il regardait pas Backseat par hygiène. Alors, non, il a parlé des shows politiques sur Twitch de manière générale, je crois. Il regarde pas Twitch. Il n'a pas parlé de Backseat. Oui, c'est vrai. Oui. Pardon, je suis très orgueilleux. Ouais. Il a dit Jean Massier, non, je peux pas. Non, c'était général. C'était vraiment, vous regardez Twitch. Mais tu penses bien, le mec, il a 90 ans, il regarde pas Twitch, quoi. Mais tu sais, j'en ai parlé avec C'est Samuel. pas vrai. Samuel C'est pas Etienne. vrai. Il a quel âge? Non, je sais pas quel âge il a, Alain mais Duhamel est à Twitch. j'étais à Troyes la semaine dernière pour une rencontre à la médiathèque. Ouais. C'était super chouette d'ailleurs, merci beaucoup. Et il y a un monsieur qui est venu me voir à la fin et qui m'a dit « Je vous ai découverte sur Twitch, j'ai 70 ans. » D'ailleurs, 70 ans, il d'excuses, pourrait être le fils de Duhamel, tu vois. Oui, c'est pas faux. Duhamel, on est quand même. il a dans- 83 ans. C'est un peu jeune pour être Mais papa. ne faisons pas de l'agisme. c'est pas Non, la tu as raison, question, tu as raison. en fait. Non, mais Ouais, mais les dans- vieux dans le chat, vous avez quel âge les vieux? Parce que la dernière fois que j'en ai parlé, il y avait plein de vieux dans le chat qui disaient oh Jean, t'arrêtes, moi j'ai 60 ans, je regarde, Bah voilà. je regarde Backseat. Ça fait trop plaisir les vieux. Non mais en vrai, il y a vraiment pas de. Nous on fait pas d'agisme et tout. Non. Évidemment que Backseat a toujours assumé de s'adresser plutôt à un public jeune, mais ça me fait trop plaisir quand. Oula, on a tous les quand âges. il y a des Il y en a vieux. qui mettent 106, 120. Arrêtez les Non, trolls. mais arrêtez les trolls, on connaît 136. les 69. On n'est pas débiles à ce point-là quand même. Moi, mes parents regardent maintenant. Du coup, Tes tous parents les jeudis. regardent, et ben ça Ah fait ouais. plaisir. Bah Tous maman, les je passe à la télé, hein, salut. Non, mais c'est cool. Bah écoutez, Non, mais bienvenue. Hein, si vous êtes vieux. indépendamment de ça, en fait, il pouvait se passer aussi de sa remarque sur par hygiène, je Ouais. regarde Ah oui, pas oui, il Twitch, pouvait, ouais. parce que ça s'inscrit quand même dans une période politique où on a tendance à délégitimer la politisation des jeunes en général. Donc je trouve que c'était un peu malvenu. On lui en veut pas, et Si. et si on Si, moi, l'invite, j'en veux. Moi, j'ai Ne- tous ces viendrai, connards. mais- Ouais. Donc, Ouais, ça faut pas. mais ça. tu vois, oui, t'as raison. Là, Ça faut pas. t'arrives à Bah. dire un truc intéressant à partir de ça. Mais t'as Non, mais t'as c'est raison vrai. qu'il y a une On est quand entreprise même de dans un moment. délégitimation des Mais réseaux oui. sociaux, parce que les réseaux sociaux, en fait, c'est là où il y a les extrêmes, c'est là où c'est sale, c'est là où il y a le peuple aussi, en fait. hein. Ouais, il y a un peu de ça. Je pense Bah qu'il y ouais. a du vrai que mépris c'est sale. social et un peu de paternalisme et de mépris de la jeunesse là-dedans. Mm. Et c'est pas cool. Et d'ailleurs, je me ça suis rendu- schlingue là, non? Ouais, non, mais c'est moi. Ça- ouais, ça Parce que du coup, fouette, je suis allé ça. voir des tutos sur internet, donc je vous annonce qu'il faut que vous mettiez de l'eau chaude sur le corps de temps en temps, que vous frottiez avec du savon, ensuite vous rincez. Voilà, il paraît qu'il faut faire ça. Il faut vider ouais. son tiroir à pisse aussi une fois par mois, je crois. Au moins. Mais. Se brosser les dents aussi, Jean. Ah, c'est ça C'est peut-être ça. D'accord, je crois que c'est pour nettoyer le ventilateur de ton PC, la brosse. Là. Mais en fait, tu non. peux faire les deux, mais. D'accord, ok. Tu peux aussi t'en servir pour les dents. Non, mais je découvre, hein, moi, l'hygiène, tout ça. Non, mais ok, d'accord. Bah, finalement, ça a été un sursaut. Heureusement qu'il a sorti cette phrase. Parce qu'on a toutes et tous eu ce recul en se disant suis-je suffisamment hygiénique finalement? Non, mais en plus, il faut pas. Enfin, voilà, il faut pas qu'on fasse de l'agisme. Moi, je troll en permanence la télé parce que c'est nos ancêtres, mais ce sont aussi nos amis. C'est des gens chouettes qui font ces émissions. Mais si, c'est des gens bien. Non, mais Dans les Edgar rédacs, il y a des Morin, gens bien. il a un compte Twitter. Qui ça? Edgar Morin. C'est qui Edgar Morin? C'est un philosophe. Mais il est- Attends, il est méga Edgar vieux. Morin. Ouais. D'accord. Il est méga très âgé et il Ouais. Non, écrit mais- des magnifiques tweets sur Twitter. Ouais, des et puis phrases il dit pas que de la alambiquées merde comme en ça. plus. Non, mais en plus, C'est- voilà. J'aime beaucoup lire son compte C'est vrai. Twitter. Voilà. La télé, en plus, ils ont le bon goût de vous inviter sur leur plateau. Moi, je suis toujours très content quand je vois les chroniqueurs de Backseat être invités à la Ah télé. bah, je suis un peu Usul chroniqueuse bientôt sur danser LCP ce quand soir même. avec Karim Rissouli. J'espère. On y croit tous, hein, on croise les doigts. Karim, si tu nous écoutes, c'est le moment. Moi, je serai demain dans C'est à vous. Ah bah allez. Parce que je les confonds tout le temps. C'est à vous, c'est celle où on bouffe, c'est ça? Parce que t'as rien à bouffer sur Ah, ce tu soir. veux... ah ouais, non, c'est Ah non, c'est t'as le rien. truc à Si, table, il y a hein. des sneakers dans la loge. D'accord, mais sur le plateau, t'es assis sur une chaise et une chaise où tu fais rien. Oui, T'as d'accord. un verre d'eau. Non, nous, c'est à vous, c'est l'émission où il y a à bouffer. Du coup, là, À j'ai cru bouffer comprendre, il y a une table et tout. C'est avec la dame qui a les cheveux attachés souvent? Oui, comment elle s'appelle? Anne-Elisabeth Lemoine. Anne-Elisabeth Ah, Lemoine. voilà. Qui est vachement bien en plus. J'ai jamais trop donc je suis regardé. content, ils m'ont invité demain et donc. Mais c'est vachement bien ça, c'est fun Mais non, oui, comme émission. Non, mais attends, je vais passer à la télé. Tu te doutes bien Genre, que- et c'est quoi le titre de. Qui est Jean Massier? Non, j'y vais avec Samuel Etienne parce qu'on va parler, Ah oui. on va parler Ah, d'hygiène, très hein, je pense. Non, mais je pense qu'on va parler de D'Alain Duhamel. de la politique, Ouais. de Twitch et de Et les jeunes? et de la politique parce que voilà 49.3 tout ça. Enfin en ce moment il y a 2-3 sujets, les tribunes aussi qui ont été publiées dans les médias, Utip. Enfin bref il y a des sujets en ce moment et ça intéresse la télé. Donc on est très content quand la télé parle de numérique. Quand ils en parlent bien, c'est mieux. Donc voilà, ça fait plaisir de vous voir. Puisqu'on en parle, très rapidement, je voulais vous parler à vous, cher public de Backseat. Merci d'être toujours plus nombreuses et plus nombreux à regarder Backseat, quel que soit votre âge, bien entendu. Ça fait toujours plaisir, évidemment. Merci pour vos retours, merci pour vos commentaires sur Twitch, dans le chat, sur Twitter, sur YouTube et tout. On lit vos commentaires, ça nous intéresse. Merci pour vos critiques aussi. On les prend, évidemment. Nous, on fera pas d'émission sans vous et on ne veut pas faire d'émission non interactive. Et surtout que cette émission, on l'a fait grâce à vous, grâce
grâce à votre soutien. Et justement, pour celles et ceux qui ne l'ont pas appris, malheureusement, la plateforme Utip, que nous utilisions jusqu'à présent pour récolter l'argent nécessaire à produire cette émission, a fermé ses portes. Malheureusement, la boîte Utip, après des années d'existence et suite à une fragilité financière et à un sale coup qu'ils ont eu de la part d'un de leurs partenaires, a été obligé de fermer ses portes. Moi, je voudrais qu'on applaudisse d'abord Utip pour les années d'aide qu'ils ont fait. Un tonnerre d'applaudissements quand même pour les copains de Utip. Parce que voilà, Utip, c'est une plateforme bien connue des créateurs de contenu français. C'était une petite boîte familiale à taille humaine, amicale aussi. Ils adoraient Backseat, ils nous ont soutenus aussi Backseat, ils nous ont fait un geste commercial sur nos levées de fonds et tout. Et puis même, ils ont développé des trucs pour Backseat, pour être avec nous et tout. Donc merci les copains de Utip pour tout ce que vous avez fait pendant ces années. Très triste de la fin de cette aventure. Ça fait partie malheureusement des choses de la vie d'une boîte que de s'arrêter malheureusement. Ça fait aussi du coup un coup pour Backseat, puisque la campagne de financement participatif qu'on avait lancée sur Utip est arrêtée de fait. Donc voilà, vous ne pouvez plus faire de dons sur Backseat, on ne peut plus toucher de dons non plus sur Backseat. Mais je tenais à vous dire plusieurs choses. D'une part, soyez rassurés, 100% des dons que vous avez faits sur Backseat ont bien été versés à Backseat. Donc l'argent que vous avez donné à Backseat est bien allé sur le compte de Backseat. Le dernier versement a été fait hier, j'ai vérifié. On a reçu l'argent, on a payé les salaires, le matos et les prestats, etc. Sur les mois de janvier et de février. Donc voilà, pas de perte d'argent dans cette mésaventure. Tout va bien de ce point de vue-là. Vous dire également on va du coup changer de plateforme de financement participatif, puisque grâce à vous et grâce à votre soutien, on a réussi à récolter 200 000 € pour financer Backseat. Rendez-vous compte, c'est un soutien énorme. 200 000 € pour une émission d'actualité politique sur Twitch, c'est quelque chose de phénoménal. Donc merci d'abord pour votre soutien. 200 €, c'est les 2/3 du chemin qu'on devait faire ensemble, puisque je vous l'avais dit dès le début de l'émission, on a besoin de récolter 300 000 € en financement participatif, ainsi que 100 000 € pour compléter le budget via des sponsors, des before, des partenaires et des choses comme ça. Donc sur le chemin du financement participatif, on en est à 2/3 du chemin, donc on va changer de plateforme de financement. Et donc j'ai le plaisir de vous annoncer que j'ai ouvert une cagnotte sur la plateforme KissKissBankBank, avec qui on a fait ça assez rapidement. Eux aussi, ils sont super sympas, ils ont été vraiment charmants pour nous accueillir, nous aider, etc. D'ailleurs, ils vont apporter des modifications à la plateforme KissKissBankBank justement pour répondre à nos besoins qui sont un peu particuliers. Et donc justement, je vous dis, vous avez le lien dans le chat qui vous est partagé, vous l'aurez en description de cette vidéo YouTube. Sur la page KissKissBankBank de Backseat, vous ne pouvez pour l'instant que faire un soutien régulier. Et pour nous, pour l'instant, c'est le plus important. Pour vous dire les choses assez clairement, sur Utip, vous étiez 1000 à faire un don régulier, à être votre compte en banque débité chaque mois pour envoyer de l'argent à Backseat, des dons de 5 €, 10 €, merci à vous. Vous étiez 1000 et on récoltait grâce à vous 9 000 €. Donc 9 000 €, c'est à peu près la moitié d'une émission Backseat en termes de budget. Ça va, t'as fait tomber ton téléphone, tout va bien? Pas de problème, t'inquiète mec. Excusez-moi. Non, reste. 9 000 €, c'était une belle somme. Donc maintenant, le challenge pour nous, c'est d'essayer de vous convaincre, vous qui faisiez un don régulier sur Utip, vous ne serez plus débité sur Utip, ça va s'arrêter, puisque la boîte a fermé. Maintenant, le challenge pour moi, c'est de vous convaincre de renouveler, si vous le voulez bien, s'il vous plaît, votre don régulier sur la plateforme KissKissBankBank. C'est un soutien important pour nous, parce que les dons réguliers, ça nous permet d'avoir de la visibilité budgétaire, et ça, on est assez preneur. On est en train de travailler, y compris avec KissKissBankBank, pour apporter les mêmes contreparties que celles qu'on avait sur Utip. Pour l'instant, vous pouvez pas encore on n'a pas encore la cagnotte globale, indépendamment des dons réguliers, donc les dons ponctuels, on peut pas encore, mais ça va arriver. Le shop, pareil, on est en train de trouver des solutions et tout. Pour vendre des places aussi, pour venir dans le public, ici à Paris, on est en train de trouver des solutions. Bref, on bidouille un peu, mais le but du jeu, c'est de vous reproposer le plus vite possible toutes les contreparties. Et je vous rappelle que la première des contreparties pour Backseat, c'est cette belle émission qui a lieu tous les jeudis soirs grâce à vous. Donc merci pour vos dons. Merci si vous faisiez un don régulier sur Utip, de le faire à nouveau sur la nouvelle plateforme KissKissBankBank. Je précise que KissKissBankBank, c'est un opérateur historique de financement participatif, bien connu sur Internet. Ça fait 15 ans qu'ils existent. Ils ont été rachetés il y a quelques années par la Banque Postale. Donc c'est du solide, ils savent faire, ils connaissent le métier et tout. Et en plus, ils sont très accueillants et ils sont chauds pour faire changer aussi un peu leur plateforme pour nous permettre de vous apporter tous les services qu'on veut vous apporter. Donc voilà, à votre dispo pour répondre à toutes vos questions. Évidemment, n'hésitez pas à nous envoyer des mails, n'hésitez pas à nous contacter sur Twitter aussi, les commentaires, tout ça. Donc voilà.
Ça va, on va pas applaudir d'autres entreprises. Utip, c'est la famille. Oui, la banque postale, machin, tout ça. Là. La banque postale, ça Bouygues va. Télécom. C'est halal. Ah non, mais allons-y. Donc voilà, est-ce que j'ai tout dit? Ou est-ce qu'il manque des trucs? Non, c'est bon, j'ai fait le tour. Non, c'est Vous avez des questions, vous? Je crois que tu as oublié de dire qu'il fallait que les gens qui étaient sur Utip aillent sur KissKissBankBank. Et je crois que je l'ai pas assez dit, ça. Ouais, faut le redire. Faut mettre le RIB. Ouais, c'est ça, exactement. On remercie la SNCF qui transporte Usul, évidemment. Oui. On applaudit la SNCF. Ah ouais. Et quand Roland Lescure, j'allais dire Laurent Lescure, mais non, c'est pas ça. Calme-toi. Excusez-moi, je suis fatiguée ce soir. Sera là, on pourra applaudir Total, j'imagine. Pourquoi? Comme ça. Ah, c'est Total, c'est gratos. Ouais, d'accord, ok. Non, c'est bien, parce que jolie performance, plus en plus de dividendes. C'est vrai, ça, bravo. vrai. Nos entreprises sont championnes, hein. On a encore des milliardaires, tout ça. Non, donc oui, tu as spoilé, mais les gens le savent déjà. Tout à l'heure, dans la deuxième partie de l'émission, nous aurons le plaisir de recevoir le ministre de l'Industrie. Il s'appelle Roland Lescure, et c'est lui qui est chargé de porter la politique de réindustrialisation du pays, voulue par le président de la République et par le Parlement d'ailleurs. Politique de réindustrialisation sur laquelle on a quand même un paquet de questions autour des enjeux bas carbone. Je me tourne vers toi, Claire, puisqu'il y a aussi des enjeux quand même environnementaux importants. La question des emplois qui sont créés ou pas, la question des ouvertures, fermetures d'usines, la question de la politique fiscale. Bref, la politique économique du pays, c'est quand même un bonhomme très important, Roland Lescure, qui sera avec nous tout à l'heure. Évidemment, on a des questions aussi à lui poser sur l'ambiance politique actuelle suite à la réforme des retraites. Puisqu'on en parle, c'est parti pour les sujets de la semaine. L'actu de la semaine, chers amis, elle est marquée, encore une fois, en ce jeudi, par une nouvelle journée de grève et de mobilisation partout dans le pays contre la réforme des retraites. Journée de mobilisation et de manifestation, donc partout en France. 11e journée, c'est ça, je cherchais le chiffre dans ma tête. 400 000 personnes à Paris d'après la CGT, un tout petit peu moins que la semaine dernière d'après la CGT également. 340 actions qui étaient prévues dans toute la France et un nouvel appel à manifestation qui est prévu la semaine prochaine, le 13 avril. Tu l'as dit, Usul, tu étais dans la manif, toi, à Lyon. Absolument. C'était comment? Très bonne ambiance. Ça a pété des trucs quand même au bout d'un moment. J'allais demander, quand tu dis bonne ambiance, c'est quoi? Vers le cortège jamais avec vous. Hein. Vers le cortège de tête, ils ont pété une boutique Nespresso. Et ils ont jeté des trucs Nespresso pour les gens là. Des capsules? Ils ont collectivisé les capsules Nespresso pour tout le monde. D'accord. Jusqu'à ce que les grenades arrivent et que ça se disperse. Nationalisation des capsules Nespresso. Ouais. Alors, je suis pas sûr. Je sais pas combien il y en a. Faut avoir la machine qui va avec. Hein, ouais, c'est turbo écolo en plus. C'est ce que je m'étais dit. Non, pas turbo, non. Est-ce qu'ils ont des machines Nespresso, les Black Box où ils prennent des trucs au pif juste pour faire chier, je sais pas. Non, mais après tu troques avec d'autres trucs. Ah bah oui, c'est vrai. Ouais. On peut applaudir Nespresso du coup? Non, on va pas commencer. On applaudit Nespresso pour le don pour de café. Allez, on applaudit Nespresso pour le don de café à Lyon. C'est pour la lutte. Parce qu'il en faut du café. Et pourquoi il en faut du café? Parce qu'il y a des actions qui se passent très tôt le matin, comme par exemple ce matin à 7h, ils ont essayé de bloquer la 7 à QC. La quoi? La 7, c'est une autoroute, tu vois. Ah, la 7, putain. C'est l'autoroute du soleil. Voilà. Eh oui, mais oui. Et son petit nom. Et ils se sont fait charger par une trentaine de FAF au bout d'un moment. Des FAF qui étaient très vexés parce que leur chef s'est fait choper il y a 2 semaines. Attendez, je vous raconte les petites histoires à Lyon. Je viens pas de là pour rien, quoi. Je précise que FAF, ça veut dire France aux Français. C'est l'acronyme de France aux Français qui est un slogan d'extrême droite. Donc, bon, des fachos, on en a des pas mal à Lyon, quoi. Là, on est en train de parler de ceux qui cassent des gens. Hein, c'est pas des vitrines et tout, quoi. C'est ceux qui vont péter des gueules, faire des ratonnades. Vous avez entendu les fichiers cette semaine. Hein. Eux, ils disent ratonnade entre eux. Donc voilà, c'est un peu l'idée. Et ils se réunissent parfois entre eux. Ça tombe bien, à Lyon, ils ont un petit lieu pour ça. Et la dernière fois, ils s'étaient fait choper par la Jeune Garde. Et leur chef, Garde, qui est un groupe antifa lyonnais. Et leur chef s'était fait un peu allumer la gueule et filmer en plus, c'était un peu humiliant. Et donc ils l'avaient très mauvaise, très mauvaise. Et ils s'en sont pris ce matin, ils ont fait venir des gens un peu d'autres coins. Et ils s'en sont pris à des lycéens ce matin particulièrement. Ils ont fait le tour de lycée pour essayer de choper des gens. Moi j'ai des jeunes qui sont venus me voir en me disant faut qu'on te raconte ce qui s'est passé ce matin. Des gamins quoi, des 18 ans quoi. Faut savoir que c'est des gros de 30 ans hein, là-bas que tu vas trouver aussi dans les groupes de fachos. Qui sont allés casser la gueule à des lycéens. Voilà, qui sont allés casser la gueule à des lycéens de gauche qui voulaient bloquer leur lycée. Et les lycéens ont galopé comme ils pouvaient. Et à un moment, ils ont tapé à la fenêtre d'un camion de CRS qui était en stationnement là pour demander il y a des mecs là qui nous coursent, machin. Et le CRS a fait.
Donc voilà l'ambiance aussi un petit peu dans ce pays. C'est leur pote. Bah voilà, le CRS a dit non, vous démerdez avec les fachos, très bien, c'est pas notre boulot, on n'est pas là pour ça. Et bah voilà, donc voilà, ça c'est l'ambiance, mais ça c'est l'ambiance dans plusieurs villes de France aussi. Hein. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, on fait nos mouvements sociaux comme on peut, mais avec cette pression des groupes d'extrême droite. Et ça y est, on commence un peu à en parler, qui attaquent assez systématiquement les piquets de blocage, quand c'est pas. Alors voilà, faut faire gaffe quand on se disperse après les cortèges. Et ce matin, ils se promenaient à 30-40, ils étaient tout à fait interpellables. Ils ont même pris le métro ensemble, ils se promenaient à 30-40 dans Lyon. Donc voilà pour l'ambiance à Lyon, mais sinon super manif, hein, moi j'ai bien aimé. Alors manif et mobilisation partout en France qui se tient dans un contexte politique particulier puisque la réforme a passé l'étape du Parlement, on en a déjà parlé avec le 49.3, mais on est aussi dans un moment où le gouvernement est en train de renouer le dialogue petit à petit avec les syndicats, ou en tout cas d'essayer, puisque les syndicats, donc l'intersyndicale a été reçu par la Première ministre Elisabeth Borne à Matignon, et ils ont claqué la porte très rapidement, notamment la CFDT qui a claqué la porte lorsqu'Elisabeth Borne leur a dit qu'il n'était pas question de revenir sur l'âge légal de départ à la retraite repoussé à 64 ans. On attend encore la décision du Conseil constitutionnel, mais la ministre a exclu du champ des discussions avec les syndicats à ce sujet-là. Donc voilà, l'intersyndicale est sortie du bureau d'Elisabeth Borne en parlant d'un échec des discussions. Il ne s'agissait pas de négociations. Les mots sont importants hein, quand on parle des relations avec les partenaires sociaux. Ouvrir des négociations, c'est particulier, c'est légal, etc. On met les partenaires sociaux entre eux. Là, c'était des discussions. Je vous rappelle que les différents leaders syndicaux qui sont venus sur ce plateau nous ont dit qu'ils n'avaient pas eu d'échange avec le gouvernement depuis décembre dernier. Donc c'était la première fois qu'ils se revoyaient. Bon, apparemment, ça coince dès le début et Laurent Berger, le leader de la CFDT, est sorti du bureau d'Elisabeth Borne en parlant directement de crise démocratique. Qu'est-ce qu'on peut dire de cette tentative de renouer le dialogue, Claire ? Il y a un syndicaliste qui a eu une expression que je trouvais intéressante qui a dit en fait, ils ont ouvert la porte juste pour nous montrer que la porte de derrière était fermée. Donc quelque part, l'expression renouer le dialogue social, c'est eux qui veulent qu'on adhère à ça. Et c'était le double but de cette réunion, c'était d'une part de cocher la case, mais regardez, on discute. On les a invités, ils étaient là autour de la table. Toute la mise en scène aussi avec Borne, du coup entouré des syndicalistes. Il y a effectivement eu un moment de coprésence de paroles qui se sont juste affrontées en fait. Mais appelez ça un dialogue, appelez ça une discussion. En fait, moi, je suis pas sûre. Hein. Je pense qu'il y a eu juste une confrontation ils sont mis d'accord sur un désaccord, de deux positions qui ne sont pas compatibles. Et en fait, le narratif de dire c'est les syndicats qui bloquent sur 64 ans. D'une part, ils se font juste le relais d'une position majoritaire dans le pays, donc c'est leur rôle, et d'une position majoritaire dans leur base syndicale. Et d'autre part, en fait, la position, elle est ferme aussi du côté du gouvernement. Donc, on peut se renvoyer très longtemps la balle comme ça. Et puis, le deuxième objectif, c'était en fait d'essayer de passer à autre chose. Parce que là, en termes de calendrier, les macronistes, ils s'accrochent à la date du 14 avril, qui est du coup le verdict du Conseil constitutionnel, en se disant, après ça, le cheminement démocratique aura été à son terme. Et on pourra véritablement passer à autre chose. Mais on voit qu'ils font tout pour, avec des méthodes qui vont de choses, juste essayer d'amener d'autres sujets sur la table, à des stratégies à la Darmanin, d'exploser le débat avec des mots au but type terrorisme intellectuel dans le JDD la semaine dernière. On va en parler. On va en reparler, mais voilà, donc en fait, et double échec sur ces deux points, c'est-à-dire que non, ce n'était pas du dialogue social, ils n'ont pas renoué le dialogue social, et d'autre part, non, en fait, le pays, les syndicats qui sont encore unis, tout autant unis qu'au début du mouvement, ne passera pas à autre chose, en fait. Là, c'est ça que moi j'en retiens, du moins. Le leader de la CFDT, donc Laurent Berger, qui sort du bureau de Matignon et qui parle d'une crise démocratique, visiblement, ça a chatouillé l'oreille du président de la République, Emmanuel Macron, qui est actuellement en déplacement en Chine et qui a réagi depuis la Chine. Alors, je ne sais pas si vous le savez, mais il y a un usage en France dans la vie politique, c'est que lorsqu'on est à l'étranger, physiquement, on évite de parler de la politique intérieure française. C'est un truc qui remonte à assez loin. Je crois que c'était le général de Gaulle qui ne voulait pas, depuis l'étranger, parler de la France et des problèmes internes au pays, en disant quand je suis en déplacement, je ne m'exprime pas sur le sujet, il y a des ministres qui sont là, qui peuvent en parler, et quand je reviendrai, je pourrai parler. Bon, en réalité, c'est un usage qui a été plusieurs fois bafoué par des gens de droite et de gauche, hein, c'est pas le sujet, mais bref.
Toujours est-il que, alors qu'il était censé justement être en déplacement à l'international pour aussi changer de sujet, Emmanuel Macron a réagi aux propos de Laurent Berger via des indiscrétions dans la presse, où on a appris que lui, il n'a pas du tout aimé la notion de crise démocratique. Il a dit, je cite une indiscrétion, qu'un président élu avec une majorité élue, certes relative, cherche à mener à bien un projet qui a été porté démocratiquement. Ça ne s'appelle pas une crise démocratique. On ne peut pas parler de crise démocratique, je cite, quand le projet a été porté, expliqué et assumé. Visiblement, Emmanuel Macron ne souhaite surtout pas qu'on rentre dans une logique de crise d'ordre politique démocratique par-delà un enjeu qui serait finalement pour lui purement économique et social. Léa. C'est plus compliqué que ça parce que je crois que Berger a parlé de crise de la démocratie sociale. Et c'est assez intéressant parce qu'il faut quand même dire de quoi on parle lorsqu'on parle de démocratie. Et là, je pense que c'est deux visions de la démocratie qui s'opposent. À savoir la démocratie d'Emmanuel Macron, qui est la démocratie dans laquelle il a tendance à confondre légitimité et légalité. C'est-à-dire, j'ai été élu, donc je suis légitime. Ce que je fais, ça passe par la Constitution, donc c'est légal, soit c'est légitime. Et le fait qu'en réalité, il y a aussi toute cette démocratie sociale qui est notamment animée, cette vie sociale qui est animée notamment par les syndicats, etc., qui est par ailleurs garantie quand même par notre corpus constitutionnel, parce que c'est le préambule de la Constitution de 1946 qui permet à cette démocratie sociale de vivre, qui est en fait une démocratie qui vit en dehors de ce qu'on pourrait considérer de la forme du gouvernement et de savoir comment fonctionnent nos institutions, qui sont effectivement définies par la Constitution, par des lois organiques, etc. Et Emmanuel Macron nous oppose cette conception de la démocratie qui est la sienne, à savoir, je suis élu, je suis président de la République, nous passons par des choses qui sont constitutionnelles, on va voir jusqu'à quel point d'ici la semaine prochaine, donc à partir de là, vous n'avez rien à dire. Sauf qu'en réalité, il y a aussi cette partie-là de la démocratie qui est le vivre ensemble. Et cette partie-là de la démocratie, il est parfaitement méprisé, il est, on peut dire, piétiné, et je pense que c'est là où on est vraiment en train de, au-delà vraiment de ce désaccord profond sur la réforme des retraites, et notamment l'âge légal de départ, il y a une conception de la démocratie avec laquelle les Français et les Françaises ne sont pas en phase avec notre gouvernement et plus particulièrement notre président de la République. Et je pense même qu'il y a un certain nombre d'élus et de parlementaires qui sont eux-mêmes, mais même au sein de la majorité, pas tout à fait à l'aise avec cette façon de voir la démocratie et de la faire vivre en quelque sorte. J'ajoute qu'au demeurant, la notion de crise de la démocratie, c'est quand même un truc qui est quand même assez présent dans notre débat public. Enfin, on en parle, la crise de la démocratie. Qu'un leader syndical, politique, médiatique, tout ce que vous voulez, parle de crise de la démocratie, ça ne devrait pas faire sortir ce second président de la République. Normalement, lui-même, en 2016, a fait quand même une campagne sur la notion de crise de la démocratie, de la confiance, etc. Donc, Stanislas Guerini, ancien patron de la majorité, aujourd'hui au gouvernement, a lui aussi parlé de crise de la démocratie il n'y a pas très longtemps. Donc, mais c'est intéressant que ça fasse tiquer le président de la République. Je suis assez d'accord avec toi, Léa, en disant qu'il y a des notions de la démocratie. Évidemment, ça arrange Emmanuel Macron d'arrêter la démocratie au soir du second tour de la présidentielle, puisqu'il a effectivement été élu et validé par les urnes, qu'il a une majorité à l'Assemblée nationale, certes relative, mais une majorité quand même. Mais en fait, la démocratie ne peut pas s'arrêter aux élections. Et Emmanuel Macron était pourtant lui-même le grand théoricien de ça, dans son bouquin Révolution, etc. Bref, donc intéressant, effectivement. Non, il y a un côté, il se barricade à l'Élysée. C'est très giscardien, on en reparlera. Ça me fait vraiment halluciner le côté non, mais c'est bon, c'est démocratique. On a respecté les procédures, c'est bon, c'est démocratique. Attendez, vous êtes juste en train de nous dire, c'est bon, c'est légal. Et vous êtes fiers de vous, c'est bon, heureusement qu'en plus c'est légal votre truc. Parce que sinon on a basculé dans complètement autre chose depuis longtemps. Heureusement que c'est légal. Mais c'est pas la question. En fait, on devrait leur répondre ça, on devrait leur dire mais heureusement que c'est légal votre truc. Et puis encore, Mais ce qui est encore plus inquiétant dans ce qui se passe là, c'est que en fait, ils commencent à assumer de plus en plus ouvertement le fait qu'ils gouvernent contre le peuple. C'est-à-dire que en fait, ils se disent oui, en fait, on a compris que vous n'êtes pas d'accord. Mais en fait, on s'en fout parce que c'est la bonne décision. Et que peut-être vous n'êtes juste pas assez... vous vous rendez pas compte. Mais en fait, on a raison et on fait ça pour votre bien. Depuis le début, et il y a vraiment cette idée de faire le bien pour le peuple à sa place. Et c'est pas les seuls. En fait, ça, c'est pas seulement une vision différente, alternative de la démocratie ou une certaine vision de la démocratie, c'est antidémocratique en fait. Oui, bien sûr. Et c'est ça le glissement auquel on est en train d'assister là en fait. En fait, ils essaient d'imposer une narrative qui est on a consulté, ça va, vous nous avez élus, on a parlé de cette retraite, vous nous avez élus sur un programme, on l'a fait à l'envers à personne, il n'y a pas de violence policière, tout va bien, ceci, cela. En fait, ils essaient vraiment d'imposer
presque un discours alternatif, quoi. C'est hallucinant. On voit bien que ça va pas, quoi. Non, mais oui, je vois ce que tu veux dire, mais ils défendent une vision de la démocratie. C'est-à-dire que moi, je rappelle toujours que tout ce qui est impopulaire n'est pas nécessairement antidémocratique. Prendre des décisions impopulaires, ça fait partie du cheval de bataille d'absolument tout gouvernement, quel qu'il soit, de gauche, de droite, de diagonale, etc. Dans l'histoire, on a toujours connu des décisions impopulaires. En revanche, tabasser les gens qui vont manifester, par contre, ça c'est peut-être un peu plus justement, et c'est pour ça que je parle de démocratie, parce que pour moi, la démocratie, c'est pas une mécanique, c'est pas une technique, c'est pas dans le bouquin de la Constitution là qu'il faut faire. La démocratie, c'est une culture, et c'est une manière de faire, de se comporter dans le débat public, y compris. Ça passe par le respect, évidemment, de la légalité et de l'état de droit, donc des règles constitutionnelles, mais ça passe aussi par le respect du dialogue social, ça passe aussi par le respect des médias, ça passe aussi par le respect de la dialectique, ça passe aussi par le champ sémantique qu'on va utiliser. Et le respect de la Ligue des droits de l'homme, peut-être. Voilà, des corps intermédiaires, etc. Le respect des syndicats. Et des faits, par exemple, parce qu'on a quand même eu Véran ce matin, qui a dit sur France Inter, à propos de ce qu'avait dit Laurent Berger, il a dit « Ah oui, mais je pense que même Laurent Berger, il n'est pas d'accord avec ce qu'il a dit. » Alors, et puis c'est pas parce que je pense qu'il faut éviter de lui parler comme ça, Laurent Berger, en ce moment. Il rabâche les trucs, quoi. Il rabâche les trucs. Ils sont là, mais c'est parce que vous avez pas compris, que vous n'avez pas d'accord. Alors, on parle de respect des syndicats de démocratie sociale. Usul, il y a eu un congrès quand même, la CGT. Tu peux nous rappeler ce que c'est un congrès pour ceux qui en ont pas dans leur parti? Un congrès, c'est un moment où c'est un moment où les délégués un peu de toutes les régions, de toutes les fédérations, de tous les secteurs vont aller décider de quelle va être la ligne à suivre pour la suite de l'aventure. Quels secteurs vont être représentés dans le bureau national qu'il va falloir constituer. Et ça a été un léger camouflet pour Martinez, parce que sa ligne a été... D'abord, ils font le bilan de la ligne d'avant. Ouais. Et sa ligne a été désavouée. Alors sa ligne, c'était le plus jamais ça, l'alliance avec Attaque, un peu, avec les écolos. Et celle qui, du coup, Marie Buisson, qui avait été présentée par Martinez pour comme devant lui succéder. Il l'avait dit sur le plateau, était vraiment la maîtresse d'œuvre de ce travail-là de rapprochement. Donc là, il y avait toute l'idée de est-ce que ça c'est avalisé, qu'est-ce qu'on met dans le texte d'orientation de la prochaine fois. Il se trouve que à 50 et quelques %, la ligne a été reconnue comme c'est sanctionnée, quoi. Donc à cause, et ça c'est mal barré, c'est rare. C'est hyper rare. Normalement, moi ce qu'on m'a dit, c'est à 70% ils sont inquiets. Normalement, quand il y a 70% d'opinions positives, ils sont inquiets. Quand il y a 30% qui sont pas contents, ils grincent des dents. Là il y avait 50% de pas contents, c'est mauvais. Et en fait, ça a matché avec le moment où le matin même, Berger, vous vous rappelez la manif à Clermont, Berger qui dit on veut une médiation. Oui. C'était à ce moment-là. Et Martinez fait pourquoi pas une médiation. Et donc du coup ça s'était super mal passé. Les autres avaient dit non, pas de médiation. Et c'est pour ça que Sophie Binet, quand elle ressort du truc, elle fait non, pas de médiation. Nous c'est jusqu'au retrait, etc. Et Sophie Binet, qui est la nouvelle secrétaire générale de la CGT, a constitué un entre-deux. Elle a fait un bureau politique avec un peu des uns, un peu des autres, avec Céline Verzelletti, je crois qu'elle est dedans, avec des gens qui venaient de la ligne Marie Buisson aussi. Donc voilà. Mais bon, on a quand même une CGT qui est quand même un petit peu divisée dedans. Ouais, ça va pas fort en ce moment. Verzelletti qui était également candidate. Qui a voulu être candidate, mais qui n'a pas réussi à composer. En fait, pour être candidat, il faut composer un bureau toi-même. Composer l'équipe, Voilà, c'est un peu le bordel. Mais voilà, donc la CGT va continuer à être féministe, parce que ça se battait aussi là-dedans, dans lequel va être le texte d'orientation, etc. Bien sûr. Donc la CGT va continuer à être féministe, va continuer à être écolo. Mais une des grosses frustrations qu'il y a eu à l'intérieur, et ils n'ont jamais voulu le dire, de la part des frondeurs anti-Martinez, eux ils disent c'est la démocratie. Martinez nous a imposé plus jamais ça, il nous a imposé les trucs. Le vrai problème, c'est qu'il y a l'énergie là-dedans et que dans un des textes, il y avait le nucléaire. Il faut envisager de sortir du nucléaire. Donc là, tu as tout un pan de la CGT. La CGT Énergie. La CGT Énergie et puis plein d'autres qui sont un peu stalles dans l'âme, tu vois, qui sont un peu à l'ancienne, pour qui c'était hors de question. Et ils n'ont jamais dit c'est ça notre problème avec Martinez, c'est le nucléaire. Ils ont dit c'est la démocratie, il nous a roulé dessus. Donc voilà, on dit les choses sans dire les choses, mais il y a Quand on dit que le nucléaire est un sujet qui fâche à gauche, ça fâche au sein même de la CGT. Donc c'est un sujet hyper intéressant. Je reviens sur... Attends, il y a des gens qui me demandaient Mathéou, parce que c'est vrai qu'il y a Matteux partout, là, maintenant, les gens sont hypés pour Matteux. Leader marseillais, si j'ai pas de bêtises. Matteux, il représente pas énorme. C'est la Fédération des Bouches-du-Rhône. C'est des à l'ancienne, c'est un peu des stalles aussi. Stalles, tu précises? C'est-à-dire, c'est des communistes à l'ancienne, quoi, qui, du temps de Torres, avaient un poster Staline chez eux, quoi. C'est normal.
Et c'est cette culture-là, c'est les héritiers de cette culture-là. Donc lui, il représente pas grand-chose. Il a pas réussi à se faire élire dans le BN. Il représente moins de 30% des adhérents. Et encore, c'est énorme par rapport à ce qui pèse vraiment à l'intérieur de la CGT. C'est qu'il a eu cette exposition médiatique aussi qui lui a permis d'avoir des 30%, mais il pèse encore moins que ça normalement dans la CGT. Il y a une hype BFM, une hype CNews qu'il faut pas confondre avec le poids réel des gens dans les orgas. Il y a des questions intéressantes qui sont posées dans le chat sur c'est quoi le rapport entre Stahl et nucléaire. Un jour, je pense qu'il faudra qu'on ait des invités et qu'on ait un sujet un peu là-dessus, parce que pourquoi est-ce que le nucléaire divise à gauche? C'est pour des raisons historiques. Pourquoi est-ce que les communistes ont toujours été pour le nucléaire? Et également, les socialistes, ça a toujours été compliqué. C'est pas non plus aussi simple que ça, même au sein du mouvement climat écolo. Ouais. En fait, il y a des lignes de fracture là-dessus qui sont très intéressantes, parce que c'est aussi une vision, une vision de la société, du risque qui est différente, et de la technologie qui sont différentes. Donc oui, clairement, justement, il faudra faire un sujet. Il ne faut pas qu'on en parle maintenant, parce que sinon on va partir pour trop longtemps. Et je voulais aborder d'autres sujets, mais je pense qu'il faudra qu'on en fasse un sujet un jour sur Backseat. La sémantique, on l'a dit un petit peu rapidement au début, mais je veux qu'on revienne dessus. Les mots qui sont utilisés dans le débat public récemment sont des mots très puissants, très violents. Je pense notamment à Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, qui est littéralement en train de faire une initiative, une offensive. Voilà, je commence moi-même à utiliser des mots guerriers, vous allez voir, c'est intéressant. Une contre-offensive contre le mouvement social. Il a parlé de terrorisme intellectuel au sujet de ce que lui appelle l'ultra-gauche. Alors c'est aussi ça qui est compliqué, c'est que c'est les étiquettes qu'on colle sur le front d'en face pour le cancel, en fait, c'est un peu ça. C'est quoi la traduction de cette violence sémantique? Est-ce qu'il n'y a pas une volonté du côté de Gérald Darmanin, c'est mon opinion, de vouloir décrédibiliser le mouvement en le rendant le plus violent possible pour en fait finir un peu à la gilet jaune? Ça finit en eau de boudin, ou ça finit qu'avec les plus radicaux et que détacher, du coup, séparer le front syndical? Non, j'en sais rien. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Jules? Moi, j'irais même plus loin. Ces outrances, voilà, on va parler d'outrances. Ces outrances, elles sont permises aussi par un climat qui a été installé bien avant, contre la gauche notamment. Parce que vous avez remarqué que ça vise quand même souvent la gauche. Hein. Alors la grosse mode à un moment, c'était de dire que c'était un peu comme les islamistes, les islamo-gauchistes. Et maintenant, là, on est passé sur les terroristes, les éco-terroristes. On change de personnes à qui on... Sur Sainte-Soline, on change de gens dangereux à qui les rapprocher, quoi. Et non, je pense que c'est une entreprise de disqualification de toute la gauche. Pour moi, ça commence à partir du moment où on prend la NUPES et on dit ça, c'est de l'extrême gauche. De l'extrême gauche à l'ultra gauche, le virage est très rapide. Ils ont parlé des Black Blocs comme étant une milice de Mélenchon. Il faut vraiment pas connaître les gens qui vont dans les Black Blocs pour savoir qu'ils obéissent pas à Mélenchon, quoi. Déjà, ils s'obéissent pas entre eux. Enfin bon, non mais c'est vrai. Donc bon. Et Jean-Luc Mélenchon l'a redit hier soir. D'ailleurs, je regardais son intervention. Il a toujours été contre la logique révolutionnaire, guérillero, etc. C'est un vieux sénateur socialiste. Je le rappelle tout le temps. SOSDEM, je sais pas parce que bon, il a embrassé le populisme de gauche dans les années 2010. Donc, mais en tout cas, Jean-Luc Mélenchon, il présente des candidats à des élections. On est très très loin de ce que nous, sur ce plateau, on appelle l'extrême gauche, qui a quand même une histoire, qui existe. Le terrorisme d'ultra-gauche, ça a existé. Et on n'en est pas là. Bref, excuse-moi, je t'ai coupé. Ouais, non, j'avais un dernier point, c'est que je regardais, pour préparer OLG cette fois-ci, c'est un extrait de Nathalie Saint-Cric que j'ai pas mis dans le truc final, mais où elle disait, de toute façon, aujourd'hui, la situation, elle est claire. Hein. Il y a un bloc de centre et de gauche, il y a l'extrême droite et il y a l'extrême gauche. C'est-à-dire que les outrances de Darmanin, les outrances de Darmanin, elles sont possibles parce que ce climat-là, cette diabolisation de la gauche a été acceptée par d'autres acteurs, pas seulement par des fous furieux de l'extrême droite, qui ont tout intérêt à dire que le moindre marxiste est un stalinien ou un fossoyeur de je sais pas quoi, des libertés, comme on faisait avant dans les années 80. Voilà, donc il y a un climat qui est là et qui est très dangereux. Moi, le truc qui me donne un peu d'espoir dans cette crise politique, parce que pour moi, évidemment, on est dans une crise politique, une crise de régime, mais j'en parlais déjà un petit peu l'année dernière, mais là, c'est évident, c'est que Macron a été élu grâce à cette crise démocratique plus latente, plus longue, où les corps intermédiaires sont délégitimés, la presse, on n'y croit plus, les syndicats, on n'y croit plus, etc. Macron a été élu grâce à ça, parce qu'on a les deux partis politiques principaux qui animaient la vie politique de la Ve République ont été décrédibilisés. Il a pu prendre la place, comme Mélenchon a pu prendre la place, comme Le Pen a pu s'installer aussi à côté des LR, tranquille. Bon, il s'est installé là-dedans, et je voulais aller où avec ça, moi? Je voulais dire que ce qui est quand même rassurant, c'est que les syndicats, par contre, leur cote est en train de remonter. On a vu leur rôle, on a vu leur puissance aussi, on a vu leur sens de la responsabilité. On a vu leur importance dans le pays, leur courage, leur sens de la responsabilité. Et
sachez que quand l'extrême droite a pris le pouvoir dans différents pays d'Amérique latine, notamment, les syndicats ont toujours été très très importants. Donc renforcer la CGT, c'est aussi renforcer la lutte à venir contre l'extrême droite. Le cordon sanitaire, il est là en fait. Le cordon sanitaire contre l'extrême droite, je peux dire que le monde syndical à la CGT, normalement, c'est verrouillé. Ah, c'est clair. Surtout au moment où un nouveau cordon sanitaire donc, est présenté. Et moi, c'est ce que j'ai dit du coup quand les Insoumis m'ont invité à l'exprimer, c'est que pour moi, on franchit une ligne terrible. Déjà, quand on abaisse le cordon sanitaire historique entre la droite et l'extrême droite en disant que finalement l'extrême droite fait partie du paysage, c'est un parti comme un autre, enfin, c'est un camp comme un autre, alors que moi je défends comme toi Usul qu'il y a une différence de nature. C'est pas une question de curseur, c'est une question de nature. Et quand on dresse un nouveau cordon sanitaire avec la gauche, quel que soit là où vous mettez le curseur, en fait, le curseur est bien trop pour moi. C'est-à-dire, je suis le premier, évidemment, à accepter un cordon sanitaire avec la violence terroriste d'ultra-gauche, mais j'ai envie de dire, elle n'existe pratiquement plus en Europe depuis très longtemps. Oui, il y a des Black Blocs, oui, il y a Jean-Marc Rouillant qui est invité, oui, il y a des trucs intolérables qui sont dits et qui sont défendus par une partie de gens qui se révèlent de ce qu'ils appellent, eux, la gauche. Ok, mais quand on parle d'extrême gauche, d'ultra-gauche, en parlant du Parti socialiste, en parlant des écolos, en parlant des communistes. Enfin, je veux dire, c'est historique. Et même des insoumis, c'est quand même des gens même de la CGT. Hein, même de la CGT, c'est des gens et tu l'as dit, voilà, qui à des grandes heures de l'histoire de la République, au moment où il a fallu la défendre, au moment où il a fallu la recréer en 46, etc. Bah, ces gens-là, ils ont été les artisans de cette reconstruction. Donc oui, moi je suis d'accord, il y a un glissement sémantique qui m'inquiète beaucoup. Je vais faire un dernier truc pour donner de l'espoir aux gens aussi. Vas-y. Parce que ça peut être désespérant. Vous voyez les sondages qui sont en train de nous annoncer, ça sera Marine Le Pen, machin. L'extrême droite n'est pas capable de mettre autant de gens dans la rue que ce que nous, on est capable de faire. Nous, la gauche, le mouvement social, le monde du travail. Enfin, vous aurez jamais vu, vous verrez jamais 100 000 personnes dans la rue à Paris pour dire non aux immigrés. Ça n'arrive pas. Les travailleurs sont pas là pour... Enfin, ils font pas ça. Les syndicats, ils sont avec nous. Et la rue, elle est à qui ? Et la rue, elle est à qui ? Elle est à nous. Voilà, c'est bien. Et oui. Et c'est pour dire, on va gagner, vous en faites pas. D'autant plus que le mouvement syndical a repris un peu du poil de la bête, que les jeunes, ils sont chauds comme la braise. On va pas perdre. On va pas perdre, mais vous n'allez pas perdre peut-être, mais il y a un enjeu, il y a un enjeu énorme qui pèse quand même sur les épaules de la NUPES, c'est de transformer ce mouvement-là en une plateforme de proposition. C'est Thomas Legrand dans l'IB qui a fait une tribune en disant que la responsabilité sur les épaules de la NUPES, elle est phénoménale. Parce que l'unité contre un projet de loi injuste, c'est la première des étapes et c'est pas la plus difficile. Voilà. CF, ce qu'on disait juste avant sur le nucléaire. Enfin voilà, il y a des enjeux à gauche sur lesquels il va falloir que la gauche réussisse. Si elle veut arriver à faire quelque chose en 2027, il y a beaucoup de travail à faire et ça va pas être facile. Il y a des enjeux de leadership, il y a des enjeux de structuration, des enjeux de proposer un idéal, de proposer un chemin et tout, et c'est pas facile. Et il y a quand même pas mal de gens aux aguets dans cette histoire-là. Il y a Jean-Luc Mélenchon, il y a Jean-Luc Mélenchon, je pensais surtout à Emmanuel Macron, à Marine Le Pen, etc. Donc voilà, il y a des gens dans ce marasme, dans cette crise politique qui veulent tirer leur marron du feu. On est en retard, mais je vous propose chacune d'intervenir une dernière fois sur le sujet. Claire. Alors oui, sur le maintien de l'unité de la NUPES et leur responsabilité historique, moi je pense qu'une manière de procéder, il y a déjà l'accord politique qui a été scellé lors des législatives et qui correspond à quelque chose. Enfin, aussi l'idée que c'était strictement un accord électoral, ils ont quand même réussi à se mettre d'accord sur une espèce de base en pointant justement, c'est ça qui est intéressant, les éléments sur lesquels là il y a tension, là il y a peut-être des désaccords. Donc déjà, ce travail d'identification de ce sur quoi on est potentiellement d'accord. Il a été fait en une semaine. Hein, donc voilà. Donc ça, c'est une base. Je suis d'accord, t'as raison. Mais en termes d'aspiration, en termes de quoi on rêve comme société et qu'est-ce qu'on peut construire ensemble, en fait, là, on a un énorme mouvement social sur lequel s'appuyer, en fait. Et dans le mouvement contre la réforme des retraites, il n'y avait pas juste on ne veut pas travailler jusqu'à 64 ans. Il y avait une certaine vision du travail, du temps, de la démocratie, du vivre ensemble. Enfin, c'est hyper riche ce qui s'est passé en termes de débat politique. Donc en fait, quelque part, peut-être que c'est plus simple que ce qu'on pense. Peut-être qu'en fait, il suffit juste d'arrimer la dynamique de la NUPES. Déjà, ça l'oblige de prendre en compte ce qui se passe dans le mouvement social, ça l'oblige à rester uni. D'ailleurs, intéressant, aujourd'hui, Martine Froger, qui a été du coup élue contre Bénédicte Taurine, on en reparlera peut-être, mais elle ne peut pas aller en manifestation. Elle est allée en manifestation aujourd'hui, elle s'est fait alpaguer de partout. Donc, dans le mouvement social, il y a aussi cette responsabilité mise sur les politiques de dire « déconnez pas, vous avez réussi à faire l'union une fois, donc vous avez prouvé que vous pouvez vous mettre d'accord,
rester unis parce qu'il faut qu'il y ait un impératif de tenir la barre. Parce que aujourd'hui, ce bloc-là, c'est le seul qui maintient cette idée que l'extrême droite, non, en fait. Quoi qu'il arrive, l'extrême droite, non. Léa, un dernier mot. Je voulais juste quand même nuancer un peu le propos du Jules, sans vouloir chercher la merde, hein, bien sûr. Je vais quand même pas faire ça alors que ça fait des semaines que t'es pas venu. Non, parce que moi je suis très inquiète en fait de cette capacité de structuration de l'extrême droite, qui remonte notamment à la manif pour tous. Là, il y avait quand même pas mal de gens dans la rue et depuis ça, les moyens sont de plus en plus conséquents. La structuration est de plus en importante. Elle vient d'ailleurs aussi de l'étranger. On voit que le planning familial de Bordeaux a été attaqué 3 fois en l'espace d'1 mois et demi, 2 mois. C'est gravissime ce qui se passe. Donc je pense qu'il ne faut pas sous-estimer leur capacité, même si bien sûr il faut rester dans une note positive et qu'effectivement je pense que le camp de la gauche uni peut apporter beaucoup de choses, mais il ne faut vraiment pas sous-estimer la menace en face et la capacité de structuration qui en plus se fait en zoom. Et du coup on ne s'en rend même pas compte, parce qu'ils sont invisibles en fait, mais ils sont archi-structurés. Je peux juste hyper rapidement. Genre, ils sont pas invisibles, ils sont aussi invisibilisés. Parce que ce exactement. qu'on a vu Exactement. la semaine dernière, c'est que du coup, il y a tout ce narratif qui monte, notamment avec Darmanin en chef de file sur la construction de ce narratif, sur le terrorisme d'extrême gauche, c'est ça qui est en train d'arriver. Et puis, en fait, il y avait des vrais faits, pour le coup. Les conversations Telegram qu'on a vues de l'extrême droite qui se préparait à aller faire des ratonnades, etc. Et ça, par contre... Ouais, bien sûr, il y a une volonté rien en de termes pas de forcément prise en charge donc elle s'est invisibilisée volontairement. Oui, et puis faut aussi parler du fait, pardon, je termine juste là-dessus, mais parce que ça vaut le coup de le rappeler, que la police, l'armée sont en partie gangrénés par cette idéologie. Et ça, c'est très c'est un challenge. Dangereux. On a déjà eu l'occasion de le dire sur ce plateau, effectivement. Est-ce que le ministère tient sa police ? La question commence à se poser assez sérieusement. Chers amis,